Très bien, donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour le sixième webinaire organisé par IndyTime sur le thème des achats responsables. Et donc, nous avons une invitée, Valérie Laura de Newell, avec qui nous avons travaillé dans le cadre de notre bilan carbone. Valérie, je te laisse te présenter. Merci François. Donc en effet, Valérie Lerat, donc je suis directrice de projet développement durable et également directrice générale du cabinet de conseil Newell. Et comme l'a dit François, on a eu l'occasion de collaborer ensemble puisque au sein du cabinet, on accompagne les entreprises dans leur démarche RSE, que ce soit dans les volets carbone, achats responsables, mais également d'autres sujets. Et donc j'ai le plaisir d'être aux côtés de François aujourd'hui pour qu'on puisse co-animer ce webinaire. Et comme il l'a indiqué un peu plus tôt, on a eu l'occasion, notamment ensemble, de travailler sur leur bilan carbone et la définition de leur trajectoire de décarbonation. Donc, c'est une démarche assez ambitieuse et qui comprend forcément un volet important autour des achats responsables. Et on trouvait que c'était une thématique sur laquelle on pouvait avoir des contenus un peu complémentaires à vous partager. Très bien, merci Valérie. Donc écoutez, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, c'est vraiment un sujet important pour Anytime, un sujet important sur le secteur du mobilier et un sujet important sur le secteur de l'importation. Vous verrez vraiment un contenu très riche. Sur toute la partie théorique, ça va vraiment être présenté par Valérie. Moi, je vais venir agrémenter sur du partage d'expérience avec ce que nous vivons chez Anytime, avec nos fabricants et avec nos clients partenaires. Je m'excuse, j'ai un petit souci de lumière. J'arrive dans une seconde. Vas-y, Hop, vas-y. merci. C'est Voilà. bon. Alors, avant de débarrer, je voudrais peut-être qu'on vienne rapidement sur la notion d'achat responsable. Même si c'est sans doute une notion qui vous parle déjà, mais c'est toujours intéressant de revenir un petit peu à la base. Donc, les achats responsables, c'est assez simple. Ça va désigner une démarche d'approvisionnement qui va intégrer à la fois des critères environnementaux, mais pas seulement. Parce que généralement, on pense vraiment que ça s'arrête aux critères environnementaux. Mais ça va aussi intégrer des critères éthiques, des critères sociaux, des critères économiques dans vos décisions d'achat. Donc, au-delà des aspects classiques, donc prix, qualité, délai, etc. Et il faut vraiment voir ça comme un levier stratégique qui est assez puissant pour les entreprises qui s'engagent dans des politiques RSE. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi. Donc déjà, quelques chiffres pour vous montrer un petit peu que les achats responsables, c'est plus seulement un sujet marginal, c'est même devenu un sujet assez central dans la stratégie de pas mal d'acteurs économiques. Ecovadis avait établi un baromètre en 2021 pour nous donner quelques indications. Ils indiquent notamment qu'il y a à peu près 2 tiers des directeurs achats qui considèrent que les enjeux de développement durable, c'est maintenant considéré comme très important dans leur décision d'achat. Et également, du côté fournisseur, on est presque à environ 3 quarts de ceux-ci qui estiment que leurs pratiques responsables ont renforcé leur résilience pendant la crise Covid. Donc, si je résume ça en d'autres termes, il faut voir que les achats responsables, c'est pas seulement un levier éthique ou réglementaire, c'est aussi un vecteur de performance, de résilience et même d'innovation. Avant, peut-être qu'on parle des outils, des bonnes pratiques, là surtout là où François va intervenir, je propose qu'on prenne un instant pour revenir à d'autres fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'il faut intégrer les achats responsables? Comment est-ce que concrètement une entreprise devrait-elle engager cette démarche? Est-ce que c'est parce que c'est une contrainte réglementaire? Est-ce que c'est un levier réputationnel? Est-ce que c'est une exigence client? En réalité, ça va être tout ça à la fois. Mais ça va surtout être un levier stratégique. Donc, on va avoir les différents bénéfices un petit peu qu'on peut aller chercher sur la partie des achats responsables. Premièrement, il faut voir les achats responsables comme une façon de réduire ces risques. Quand on parle d'achat, on parle d'exposition à des risques, donc des risques juridiques par exemple. Si un fournisseur est impliqué dans du travail forcé, dans de la déforestation illégale ou dans des pratiques par exemple non conformes. Il peut également s'exposer à des risques réputationnels. Donc, on peut penser aux scandales qui peuvent se multiplier sur les conditions de travail, sur les fraudes, sur les certifications. Et on peut aussi penser aux risques opérationnels. Donc, quand vous faites face, par exemple, à une rupture d'approvisionnement, quand vous faites face à une perte de qualité dans les produits dans lesquels vous fournissez, ou même un risque de dépendance à un fournisseur qui serait unique dans une zone, par exemple, instable. En structurant votre démarche d'achat responsable, en fait, vous allez venir mieux connaître votre chaîne d'approvisionnement, vous allez permettre de cartographier les zones à risque et vous allez pouvoir agir en amont pour prévenir ces situations. Donc voilà, le premier bénéfice, c'est vraiment de venir réduire ces risques, mais il y en a d'autres. Le second bénéfice qu'on a trouvé intéressant de noter, c'était celui de l'optimisation des coûts. On va souvent entendre que le durable, c'est plus cher, mais c'est pas toujours vrai.
Il y a des études qui montrent qu'une entreprise qui investit significativement dans l'éco-conception ou la logistique durable, elle va pouvoir engendrer et générer des économies très significatives. Donc, par exemple, jusqu'à 15% d'économies sur les coûts globaux grâce à une meilleure conception des produits, grâce à des emballages plus légers ou grâce à une logistique optimisée. Et à l'inverse, ne pas intégrer les sujets, c'est prendre le risque de payer tout ça un peu plus tard indirectement, à travers des amendes, par exemple, à travers une perte d'image vis-à-vis des clients, à travers d'inefficiences que vous n'auriez pas su identifier en amont. Le troisième bénéfice qu'on trouve assez intéressant de vous partager, c'est celui de l'accès au marché. En fait, une autre raison clé assez importante de l'intérêt des achats responsables, c'est l'accès aux clients et aux appels d'offres. Aujourd'hui, on va voir de plus en plus que les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, ils vont exiger des preuves d'engagement RSE. Donc, à la fois, on va retrouver des critères environnementaux dans les consultations, on va retrouver des mémoires RSE dans ces consultations. On va également trouver des référencements qui sont conditionnés à l'existence d'une charte fournisseur, de certification, d'un scoring RSE particulier. Donc, au-delà de l'aspect positif, l'impact positif que peut amener les achats responsables, structurer sa démarche, ça devient aussi finalement une condition pour rester compétitif, pour se différencier dans les appels d'offres, ou même simplement en fait pour rester sur des marchés sur lesquels vous aviez l'habitude d'exister. Le quatrième bénéfice qu'on trouve intéressant de mettre en avant, c'est celui du renforcement de la résilience. Et je laisserai un peu la parole à François pour vous partager un peu son expérience. Mais en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte dans les crises récentes, que ce soit le Covid, les crises climatiques, la guerre en Ukraine, l'inflation, les tensions sur les matières premières, tout ça, en fait, ça a montré une certaine fragilité sur certaines chaînes d'approvisionnement. Et d'après toujours la même étude, il y a environ 2 tiers des entreprises qui affirment que leur stratégie RSE, elle a renforcé leur capacité à faire face à ces crises. Parce qu'en fait, une entreprise qui a mis en place un suivi fournisseur, qui a diversifié ses sources, qui connaît bien ses flux logistiques, elle va être beaucoup plus agile, elle va être capable de réagir plus vite, elle va être capable de s'adapter, elle va être capable de trouver des alternatives beaucoup plus rapidement. Alors, nous, on s'en rend compte effectivement sur les différentes typologies de clients que nous avons. On a un peu pareil que chez les fabricants, on a des très gros clients, on a des clients intermédiaires et des petits clients. Et aujourd'hui, on se rend compte, alors les plus gros, les très gros, là, c'est impératif d'avoir des certifications et d'avoir une considération de ces différents enjeux. Là, on va travailler avec un nouvel acteur très important qui nous a demandé de la certification FFC, donc on s'est engagé là-dessus. Donc là-dessus, on est obligé d'être hyper structuré. Les intermédiaires, alors là, il y a vraiment une relation partenariale en termes de structuration d'approche de ces enjeux. Certains sont fortement convaincus et déjà bien avancés sur leur stratégie RSE, d'autres moins. Donc c'est beaucoup d'échanges, de partage entre eux, entre leurs équipes d'achat et nos équipes RSE et nos équipes opérationnelles. Après, les plus petits, là, c'est plus compliqué puisque les plus petits, plus petits clients sont plutôt orientés sur de la recherche, sur les basiques, sur la qualité et le prix. Et dès qu'on parle un petit peu RSE et tout, c'est des choses sur lesquelles ils sont moins concernés. Donc nous, c'est quand même notre responsabilité aussi de leur faire comprendre que sur ces choses-là, il faut prendre en considération pour augmenter leur résilience et pouvoir traverser les différentes crises. Merci François pour le partage. Et pour finir un petit peu sur tous ces bénéfices de l'intégration d'une démarche d'achat responsable, il y a un bénéfice aussi qui va être autour de l'image de votre entreprise et de votre attractivité d'un point de vue des ressources humaines. En effet, il y a un vrai sujet de valeur, d'attractivité qu'il ne faut pas non plus négliger. Parce qu'aujourd'hui, les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, elles vont attendre des engagements, des preuves, que ce soit les consommateurs qui vont être plus regardants sur les labels, les pratiques, la transparence. Ça va être également, et ça je pense que c'est très important pour les entreprises, ça va être également autour des financeurs, donc les investisseurs, les fonds d'investissement, les banques vont avoir des exigences croissantes. On va retrouver ça par exemple dans le fait d'accorder des crédits à certains taux, ça va être également dans les choix d'investissement ou non. Et enfin, les collaborateurs, eux, ils veulent de plus en plus travailler pour des entreprises engagées. Donc, c'est un argument qu'on entend souvent, qui n'est pas forcément palpable. Mais pour vous donner un chiffre, il y a une étude qui est sortie en 2023, qui a été menée par Universum, et qui indique que 78% des jeunes diplômés déclarent qu'il est important ou très important pour eux de travailler dans une entreprise responsable. Donc, les achats responsables, ça va être une façon pour vous très concrète de mettre en œuvre ces engagements, donc à travers des actions tangibles qui doivent être visibles et qui doivent être surtout mesurables.
Pour vous donner un dernier exemple un peu terrain et vous donner un exemple un peu concret, c'est un peu le but de ce webinaire, c'est d'être assez concret et pragmatique. EY a présenté une étude, a présenté dans une étude le cas d'une entreprise dans le secteur du bois. Donc elle n'est pas nommée cette entreprise, mais elle est très représentative de ce secteur industriel. Et elle a décidé d'intégrer progressivement des critères RSE dans ses appels d'offres fournisseurs. Ces critères, ils vont porter sur plusieurs choses. À la fois la traçabilité de l'origine des matériaux, donc par exemple quand on parle de bois tropicaux notamment. Elle va également porter sur le respect des conditions de travail, donc des conditions de travail décentes, donc non-recours au travail forcé, respect du droit syndical, etc. On va également intégrer des critères autour de la présence de certifications environnementales, donc FSC, PEFC, on aura l'occasion d'en reparler, et également des critères autour de l'adhésion à un code de conduite fournisseur qui va être aligné avec des principes internationaux. Dans ce cas précis, c'était celui de l'Organisme international du travail. Et les résultats qui sont mesurés au bout de 2 ans, ils sont assez intéressants. On peut noter une réduction de 20% du nombre de litiges fournisseurs, notamment liés à des non-conformités de qualité ou des non-conformités sociales. Un autre résultat qui est noté, c'est la diminution du temps passé par les équipes achats et juridiques à gérer des contentieux ou des désaccords contractuels. Et enfin, un des derniers résultats, ça va être une amélioration du taux de satisfaction interne sur la qualité des livraisons et la fiabilité des fournisseurs. Ok, merci Valérie. Donc bah, déjà, cette première partie, hein, ça nous permet de comprendre bah, pourquoi il est important d'intégrer les achats responsables dans notre politique d'achat. Donc bah, gérer les risques, attirer la performance, gagner en compétitivité, c'est vraiment un levier stratégique fondamental et nécessaire. Donc on va continuer sur la troisième partie, donc savoir le parcours d'un produit responsable. Donc comment on s'y prend, quels sont les leviers d'action, quelles sont les différentes étapes et quels sont les outils disponibles. Exactement. Avec François, on s'est vraiment, quand on a pensé ce webinaire, on s'est vraiment demandé comment est-ce qu'on allait rendre voilà, le contenu le plus concret possible, le plus actionnable pour vous, partager au maximum des bonnes pratiques. Et donc, pour vous proposer une lecture vraiment de terrain d'un achat responsable, quels sont les leviers concrets à activer, on s'est dit qu'on allait vraiment faire ça dans l'ordre, donc à chaque étape du cycle de vie d'un produit. Donc, on peut suivre ensemble un parcours chronologique depuis le sourcing jusqu'à la fin de vie d'un produit, avec à chaque fois des exemples pratiques dont la plupart vont être aussi issus du retour d'expérience d'IndyTime. Et on espère être le plus concret possible pour vous et que ça puisse être très actionnable. Donc, premièrement, je l'ai indiqué, la première étape, ça va être le sourcing. Tout va commencer par le choix des matières premières et des fournisseurs. Cette étape, elle est stratégique car elle conditionne l'impact global du produit, qu'il soit environnemental, social ou éthique. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour intégrer les achats responsables dès le sourcing? Une des premières choses concrètes que vous pouvez réaliser, c'est ce qu'on appelle une cartographie des risques, que ce soit par pays, par matière, par filière. Aujourd'hui, il y a des outils gratuits qui existent, comme ceux de l'Organisation internationale du travail, comme ceux du WWF ou comme ceux de Transparency International. La deuxième étape ensuite, c'est d'intégrer des critères objectifs dans vos choix de sourcing, donc à travers des labels reconnus. Par exemple, on l'a cité tout à l'heure, FSC, PEFC dans le secteur du bois, autour des exigences sociales, donc respect du droit du travail, égalité salariale. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez commencer à intégrer dès l'étape du sourcing, c'est d'intégrer une clause de transparence étendue dans les contrats fournisseurs. Qu'est-ce que c'est une clause de transparence étendue? En fait, ça implique que vous exigez de vos fournisseurs qui communiquent eux-mêmes sur l'origine de leurs propres fournisseurs jusqu'au niveau 2 ou 3. Et ce type de clause, même si c'est encore assez rare, ça peut permettre vraiment de remonter votre chaîne de valeur et de remonter des zones qui seraient potentiellement à risque, qui pourraient vous éviter du coup de collaborer avec des fournisseurs à risque. Sur la partie des labels, il faut juste faire attention à une chose, c'est de s'assurer que vous travaillez et que vous vous fiez avec des labels qui sont vérifiés, qui ne sont pas creux, qui pourraient vous éviter d'entrer dans des situations délicates. Il faut vraiment privilégier de choisir des labels qui vont reposer sur des audits indépendants et qui sont solides sur les contrôles qui sont effectués derrière. Merci Valérie. Donc, pour nous chez Inditex, donc, on a choisi d'intégrer dès le départ un cadre réglementaire dans nos pratiques d'achat. Donc, on travaille qu'avec des fabricants qui respectent les réglementations européennes telles que donc, on a le REACH pour contrôler et limiter l'usage des substances chimiques dangereuses, notamment lors du processus de finition. Le deuxième, EUTR, vous avez peut-être déjà dû en entendre reparler, mais EUTR, c'est tout ce qui est traçabilité du bois. Donc ça, c'est bah, chaque année, on demande les documents auprès de nos fabricants qui prouvent l'origine du bois. Donc ça, on le faisait sur l'Inde,
On commence à le faire sur l'Indonésie. Et en fait, aujourd'hui, EUDR est en train de basculer vers le fameux EUDR qui sera en place à partir du 31 décembre 2025, qui aurait dû être lancé en début d'année, mais au final qui a été repoussé. Donc ça, c'est le cadre européen en fait contre la déforestation et on y travaille déjà depuis 2024, Cécile. Donc très très gros dossier. Donc, au-delà du réglementaire, on privilégie vraiment des fournisseurs engagés dans les filières comme FFC pour le bois, notamment pour notre sourcing en Indonésie, afin d'assurer la traçabilité des matières et la durabilité des ressources. Pour ce qui est du sourcing en Inde, on a des fabricants qui sont certifiés FFC, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, vous ne trouvez quasiment pas de bois FFC. Il y en a un peu, mais il est vendu aux enchères, et donc forcément, il est très prohibitif. Et jusqu'à présent, Anytime, on n'a jamais importé de mobilier fabriqué avec du bois FSC depuis l'Inde. Après, il y a une alternative qui existe, c'est de faire venir du bois FFC d'autres pays. Il y a du chêne FFC qui peut venir du Canada ou d'Europe de l'Est. Mais bon, bah là, forcément, au niveau du transport, il faut rapatrier ça. Donc, ça donne un poids beaucoup plus lourd au niveau environnemental. Donc, bah, c'est pourquoi avec l'Inde, hein, nous, on adopte une approche plus pragmatique. Comme le FFC n'étant pas répandu, nous renforçons vraiment nos contrôles fournisseurs et on privilégie des pratiques locales responsables pour éviter le faux durable qui serait en réalité plus émetteur de CO2 si on partait sur du FFC. Enfin, notre démarche, elle repose vraiment sur une logique de partenariat sur le long terme avec nos fabricants. Ça, c'est des choses qu'on valorise vraiment et qu'on évoque durant nos différents webinaires. On a des relations durables avec ces fournisseurs hein, qui permettent vraiment de construire, de bien suivre toute la partie traçabilité et respect de ces engagements sur les choses qu'on vient de voir ensemble. Merci François. Je vais encore avoir le même souci. Je m'excuse. Donc ensuite, la deuxième étape qui va être vraiment importante, ça va être la partie de l'éco-conception. Donc une fois que le matériel il est choisi, on peut travailler sur la conception du produit lui-même pour limiter son empreinte. Donc, les leviers ils vont être nombreux, ils vont être différents. Donc à la fois, vous pouvez commencer à réfléchir sur le fait d'utiliser moins de matière ou des matériaux qui vont être plus sobres et réduire les déchets de production. Deuxièmement, favoriser la réparabilité ou la démontabilité, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, par exemple, vous pouvez appliquer la logique de ce qu'on appelle design to disassemble dès le prototypage. Un autre levier qui est assez intéressant, c'est celui d'utiliser des outils ACV simplifiés, donc analyse du cycle de vie en phase de conception, avec des outils comme par exemple CIMAPRO Go, EcoDesign Studio ou encore OpenLCA, qui permettent vraiment de tester l'impact environnemental de plusieurs variantes d'un produit à coût maîtrisé. Et enfin, vous pouvez penser à ce qu'on appelle en poids logistique optimisé dès le design du produit. Donc, par exemple, un meuble éco-conçu de 20% plus léger, ça pourrait entraîner 8 à 12% d'économie sur le transport en conteneur. La troisième étape, ça va être autour du contrôle qualité des audits fournisseurs. Donc, l'idée, c'est de dire, je vais intégrer des critères dans un cahier des charges, c'est très bien, mais il faut aussi que je vérifie ce qui se passe sur le terrain. Donc, réaliser des audits sociaux ou environnementaux du type SMETA, SA8000, Amfori BSIA, etc. Ça va être également de mettre en place des grilles d'évaluation ou un scoring fournisseur. Et enfin, comme l'a un peu indiqué François, la logique partenariale est hyper importante. Donc, c'est aussi s'attacher à co-construire des plans d'amélioration quand c'est nécessaire et pas être uniquement dans une attitude ou un comportement qui est très fermé et pas du tout ouvert à l'amélioration de vos fournisseurs. Bien sûr que vous allez établir un score, un état des lieux à un moment et à un instant T, mais l'idée, c'est de permettre aussi à vos fournisseurs et à vos partenaires de s'améliorer, d'avoir le temps aussi de le faire. Donc nous, chez Inditex, on a vraiment une approche structurée hein, pour garantir à la fois la qualité de nos produits, qui est la base, et la conformité de nos partenaires à ces différents standards sociaux et environnementaux. Donc avant même d'entrer un nouveau fournisseur, comment ça se passe? Donc on identifie un fabricant, soit on en a entendu parler, soit on le voit sur un salon. L'équipe, alors que ce soit moi ou quelqu'un de l'équipe française ou l'équipe indienne, on se rend systématiquement sur place pour vérifier les conditions de production, les processus qualité et ces aspects sociaux et environnementaux. Ça nous permet en fait d'écarter des fabricants qui vont proposer éventuellement des choses intéressantes et des prix hyper attractifs et qui en fait derrière
ont pas une considération de ces différents enjeux. Donc, bah, une fois que le partenariat est engagé, nos équipes continuent de se rendre régulièrement sur place afin de s'assurer bah, qu'effectivement, ce qu'on a vu durant nos premières visites dans les usines, c'est bien respecté dans la durée. Donc, chacun de nos partenaires est évalué selon un scoring multicritère. Donc, nous, on a une carte d'évaluation de nos fabricants qui est revu tous les 6 mois par Thomas, notre directeur opérationnel, avec l'équipe indienne. Mais ça ne se limite pas uniquement sur la partie qualité produit ou process de fabrication ou temps de production, mais on intègre également des critères RSE euh, pour, euh, pour s'assurer que les fabricants avec qui on travaille, ça fait la différence. Et donc, bah, des choses qu'on a pris dernièrement en considération, il y a l'éco-packing. C'est des choses qu'on a mis en place depuis 2024. Ça a pris du temps parce il y avait un coût, il y avait un manque de disponibilité sur les matériaux. Mais aujourd'hui, il faut savoir que l'éco-packing, ça représente 21% de nos commandes sur l'année 2025, qui est quand même un chiffre assez important. Et puis après, bah, il y a d'autres choses, hein, les différents engagements, il y a l'éco-conception, il y a l'anticipation EDR, il y a le respect du travail. On a vraiment une grille complète qu'on peut vous partager si ça vous intéresse. Aussi, bah, on privilégie des fabricants certifiés ou audités avec des standards indépendants. Valérie, tout à l'heure, tu parlais de CEDEX, Oui, SA 8000. BSCI, on le retrouve plus sur l'Indonésie. oui. CEDEX avec Smeta, c'est plus sur l'Inde. BSCI, c'est plus sur l'Indonésie. Mais en fait, ça permet de garantir un socle solide en termes de matière sociale. Il faut savoir, c'est ce que Stécie me disait, il y a 85% de nos fabricants aujourd'hui qui disposent d'une de ces certifications. Et il y en a 15. Les 15 autres sont en cours. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, les fabricants qu'on sélectionne, ces critères-là sont vraiment pris en considération. Donc, on travaille vraiment main dans la main avec les fournisseurs et lorsqu'un un écart est identifié, on met en place des plans de progrès. Ça peut être des formations, de l'accompagnement, de l'information qui est partagée par l'équipe française et ça leur permet de monter en puissance et puis de s'aligner progressivement sur les standards. Je vous en parlerai à la fin tout à l'heure en conclusion, mais c'est vrai que nous, vraiment, notre sélection de fabricants, bah, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Valérie, elle est Mm. vraiment partenariale et sur le long terme. Et on ne part pas vers du petit fabricant qui propose juste du petit produit à prix pas cher. Donc ces démarches nous permettent non seulement de sécuriser nos appros, mais aussi de construire des relations durables et de confiance avec nos différents partenaires. Exactement. Et donc là, une fois qu'on a vraiment identifié et travaillé sur l'aspect du fournisseur, il faut aussi s'intéresser à la partie de la logistique. Parce que le transport, ça va souvent être un poste d'émission qui est important, notamment dans des chaînes internationales comme celle du meuble. Et ici, on a également plusieurs leviers pour pouvoir s'améliorer. Premièrement, ça va être le choix du transport. Il faut bien avoir en tête que le maritime, c'est entre 20 et 30 fois moins émetteur que l'aérien. Le deuxième point, ça va être autour de l'optimisation des flux. Donc à la fois mutualiser ses commandes, réduire le vide entre guillemets dans les conteneurs, regrouper les expéditions. Un troisième levier, ça va être celui de l'utilisation de l'analyse du CO2 par mètre cube transporté, vraiment comme critère de pilotage logistique. Donc ça va permettre d'intégrer à la fois la notion du taux de remplissage, le mode de transport, la distance. Et du coup, ça va vous permettre d'identifier hyper rapidement les trajets qu'on considère les plus inefficients d'un point de vue environnemental pour pouvoir les retravailler. Enfin, ce que vous pouvez vous attacher à faire, c'est essayer de favoriser des ports avec une faible empreinte carbone ou certifiés Green Ports. Donc, il y a certains ports, comme Rotterdam, Anvers ou Hambourg, qui sont dans l'obligation de mettre en place des politiques actives de réduction de leurs émissions et qui vont du coup s'attacher à essayer d'offrir des services logistiques plus bas carbone, donc, qui vont travailler avec des flottes de véhicules, de camions électriques, qui vont travailler avec des barges fluviales, etc. Donc, essayez aussi de vous intéresser au type de port sur lesquels vous faites arriver vos marchandises. Et enfin, ce qui est assez intéressant, c'est également de travailler avec des commissionnaires qui proposent un mix de transport carbone qui va être le plus optimisé possible et qui va venir vous servir encore une fois le côté durable de votre logistique. Alors nous, hein, chez Inditex, forcément, bah, le transport, c'est un poste important de notre empreinte carbone. C'est le deuxième poste, ça représente 14%. Donc on a différentes initiatives qui ont été lancées depuis le bilan carbone qui a été réalisé en fin d'année 2024. Donc on donne priorité au maritime. Forcément, on utilise très peu l'aérien. En 2025, il n'a pas été utilisé. On l'a utilisé notamment en 2024 pour faire venir des protos.
Après, on communique avec vous, avec nos clients pour parfois anticiper le maximum possible pour se dire que bah voilà, si on anticipe bien, au lieu d'utiliser l'aérien, on peut utiliser le transport maritime. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, avec nos partenaires logistiques, nos transitaires, on essaie vraiment de trouver des solutions bas carbone et notamment pour, alors en Inde, souvent le transport entre les usines jusque le port, ça se fait soit en camion, soit en train, mais on utilise régulièrement le train. Et ici, en France, on essaye de faire du transport combiné rail-route. On le fait quand c'est possible. On ne l'a pas fait souvent, on va être transparent, mais on essaye on a dû le faire quelques fois. Après, ça dépend aussi du positionnement, où est le client, on doit faire livrer les containers. Donc cette approche, hein, ça permet vraiment de conjuguer fiabilité logistique et réduction de l'impact environnemental, tout en restant réaliste, hein, par rapport à différentes contraintes opérationnelles qu'on évoquait. Merci François. Et donc, comme on le disait, on est allé sur le parcours entier d'un produit responsable. Donc, la dernière étape qui est parfois négligée, c'est celui de la fin de vie. Qu'est-ce qui va devenir le produit après son usage? Comment est-ce que je vais penser la fin de vie pour faire de cette étape aussi une étape de mon parcours d'achat responsable? Quelques pistes concrètes, ça va être quelque chose qu'on a déjà évoqué au début, mais ça va être de concevoir des produits qui sont recyclables ou réparables. Une deuxième idée, ça va être de proposer un service de reprise ou de seconde vie des produits. Une troisième façon de travailler sur ce point, c'est également de travailler avec des partenaires de l'économie circulaire, donc avec des recycleries, des éco-organismes ou d'autres types d'organisations. Et enfin, ce qui va être hyper intéressant, c'est la partie de l'innovation. Comment est-ce que j'innove via, par exemple, la rematérialisation? Comment est-ce que je réintègre des composants que je récupère, donc du bois, du métal, de la mousse ou autre, dans des nouvelles gammes de produits. Donc tout ça, soit en circuit fermé, soit via des partenaires industriels. Donc ça peut en effet demander un peu de recherche et développement, un peu de R&D, mais ça peut aussi créer de la valeur, d'image, d'économie sur vos matières premières. Et donc il ne faut pas se priver d'aller sur ce terrain-là également. Et je vais laisser François un peu témoigner sur cette partie-là. Merci Valérie. Ben, nous, forcément, on est un opérateur B2B, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir des leviers sur ce qu'advient le produit une fois en fin de vie. Néanmoins, on a déjà engagé plusieurs initiatives, pardon, pour réduire l'impact en fin de activité stock Artimeubles, qui, eux, pourquoi on les a sélectionnés? Parce qu'ils ont une expertise, justement, ils sont capables de, de réparer les meubles, de les retravailler quand il y a un souci, hein, ça arrive quand il y a un container qui arrive, qui a eu de la casse éventuellement sur le transport, ou un meuble qui bouge, ou un défaut qualité. Ça arrive sur de l'import. Donc là, effectivement, de réparer les produits afin d'éviter de devoir jeter. Après, le deuxième point, bah, c'est dès la conception, on s'assure, bah, que nos produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et facilement séparables, donc bois et métal. Du MDF, on en utilise très peu. Après, quand on l'utilise, on utilise du MDF certifié. Cela garantit, hein, que bah, les matières qui sont utilisées, elles pourront être valorisées en fin de vie, même si on n'a pas la main directe sur le processus. Donc, ce parcours, hein, ça montre que l'achat responsable, il se résume pas uniquement à cocher des cases et d'exiger un label, hein. Il y a vraiment une démarche transversale et innovante. Et quand on dit innovante, ben nous, sur toute la partie construction de nos meubles, on la prend en considération dès le départ, avec notamment avec le studio, quand Tristan il design, il prend ça en considération. On le fait de plus en plus, mais ça commence vraiment dès le départ sur la conception du meuble. Et après, bah, ça permet de rester dans le cadre de ces différents enjeux. Alors, les regards croisés, Valérie, entre IndyTime et Newell. Bah, nous, chez IndyTime, on a choisi vraiment d'avancer pas à pas avec une démarche pragmatique, hein. On insiste vraiment sur le mot et progressive. Donc, bah, on a eu notre premier bilan carbone, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui était réalisé fin 2024.
qui nous a vraiment permis de mesurer concrètement nos principaux postes d'émissions. Juste pour rappel, pour vous dire, sur le bilan carbone, donc sur les émissions de 2023, on était à 1941 tonnes de CO2. Si je me souviens bien, c'est à peu près l'équivalent de 950 vols Paris-New York. Je ne me trompe pas, c'était si. Quoi? 650. Bon, je revérifierai. On vous dira dans la suite du webinaire. Donc, on a constaté que nos impacts majeurs, ils se concentraient sur les achats, forcément, et sur la logistique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était 15%. Et en fait, on a défini une feuille de route et on a revu cette feuille de route il y a 2 semaines pour s'assurer que tout ce qu'on avait défini en conclusion du bilan carbone avec Valérie, ce soit bien suivi et mis en place. Euh, Après, forcément, il y a des freins. La réalité du terrain, ça nous rattrape parfois. Ça va dépendre de contraintes opérationnelles. Ça va dépendre de la maturité de certains de nos fabricants. Je vous évoque souvent les trois types de fabricants, les petits, les intermédiaires, les gros. Les plus petits, c'est parfois plus compliqué. On le fait. On a déjà fait des formations, on fait des formation avec l'équipe indienne. Après, ceux qui sont le plus réceptifs, c'est les intermédiaires. Aujourd'hui, nos deux fabricants partenaires les plus importants, c'est des boîtes qui font entre, on va dire, une vingtaine de containers par mois et qui sont vraiment sensibles à ces enjeux-là. Et on se dit que c'était important de travailler avec ce type de fabricant, d'autant plus quand on voit les enjeux sur l'éco-conception, encore plus sur l'UEDR, qui est un challenge critique sur l'année 2025. Donc vraiment, notre solution principale, ça a été de se dire que il faut les accompagner, il faut travailler avec eux, il faut communiquer régulièrement avec nos fournisseurs, que ce soit moi, que ce soit Stacy sur la partie RSE, que ce soit l'équipe indienne et également l'équipe opérationnelle. Pas que d'un côté on discute de la RSE, puis de l'autre côté on discute l'opérationnel. Mais donc voilà, il y a des sensibilisations qui sont faites de façon très régulière. Je vous donne un dernier exemple. On a réalisé, on a eu une formation sur l'éco-conception pour l'équipe du studio, donc pour Stacy, Louise et Tristan. C'était avec Eco Impact. Ça nous a permis de dégager une grille de notation d'éco-conception qui va ensuite permettre de sensibiliser d'une le client et de deux le fabricant. Et grâce à cette grille, le fabricant pourra vraiment avoir une vision de l'éco-conception et s'améliorer sur les points faibles. Donc ça, la formation, elle a eu lieu sur le premier semestre. Là, on est en train de l'intégrer dans nos éléments de travail sur la conception de produits. Et vous, Valérie? Oui, je vais compléter ton propos en expliquant un petit peu comment est-ce que nous, on a l'habitude d'accompagner les organisations dans cette démarche d'achat. Globalement, notre accompagnement, il va se diviser en 4 phases. La première étape, c'est de savoir où on est, d'où on part, assez basiquement. Donc, on va réaliser ce qu'on appelle une analyse des principaux achats et des pratiques d'achat. Ça va nous permettre d'identifier vos achats stratégiques, les forces et les points d'amélioration, également les risques RSE qui ne seraient pas couverts. Et également, en fait, il faut aussi voir ça comme un levier d'opportunité. Donc, quels sont les leviers d'opportunité d'impact positif à court et moyen terme? Déjà, ça va vous permettre d'avoir une vision claire et chiffrée de votre situation avant de vous lancer dans des actions concrètes. La deuxième étape dans notre accompagnement, ça va vraiment être de venir structurer cette politique d'achat responsable. Donc, on va vous aider à formaliser une politique d'achat responsable et ça ne va pas seulement se limiter à un document interne. Donc, l'idée, ça va être de définir des objectifs stratégiques, de choisir les priorités d'action, de déterminer des indicateurs de suivi et de s'assurer que cette politique, elle soit vraiment opérationnelle, qu'elle soit intégrée dans le fonctionnement quotidien de vos achats. Une fois que cette politique elle est définie, il faut la mettre en pratique. Donc, on va également accompagner les équipes pour intégrer des critères RSE dans vos appels d'offres, dans vos contrats fournisseurs, etc. Ça va vous permettre d'évaluer vos fournisseurs sur, par exemple, la traçabilité des matières. Ça va vous permettre de venir évaluer des choses autour du respect des conditions de travail, sur leur performance environnementale, etc. Et l'objectif sous-jacent, c'est vraiment que vos partenaires soient engagés et soient alignés avec vos objectifs. Mais la démarche, elle ne va pas s'arrêter là, elle ne va pas s'arrêter à la signature du contrat. Donc, on va également vous aider à mettre en place des indicateurs et un suivi de performance fournisseur pour mesurer à la fois votre avancée sur vos objectifs RSE, de pouvoir identifier rapidement s'il y a des risques ou des écarts et surtout de pouvoir co-construire des plans de progrès avec les fournisseurs.
Donc ça permet vraiment de transformer la démarche d'achat responsable en un véritable levier stratégique et pas seulement en un outil de conformité ou un outil réglementaire. Donc en résumé, on vous accompagne de manière globale et vraiment pragmatique. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre de ce webinaire. Donc à la fois partir du diagnostic initial à la mise en œuvre opérationnelle et au suivi de la performance pour vraiment que vos achats deviennent plus responsables, plus résilients et également qu'ils soient vraiment créateurs de valeur pour votre organisation. Je pense qu'on en arrive Merci. un peu au bout de notre contenu. Alors moi, j'avais une petite, Parfait. un petit point à partager. On en parlait cette semaine avec Valérie. Valérie, effectivement, disait bah, il y a un point qui est fondamental, c'est le pragmatisme sur les achats responsables, prendre en considération les différentes contraintes et en même temps pas se limiter aux contraintes, parce que si on se limite aux contraintes, on n'avance jamais. Et après, pour nous, chez IndyTime, il y a quelque chose qui est primordial, c'est c'est vraiment d'établir des relations partenariales avec les fabricants. On le fait sur l'Inde depuis 15 ans. On commence à le faire avec l'Indonésie depuis 2 ans. On peut toujours, je pense, dans les achats, s'orienter vers des fabricants pas chers, qui envoient des prix exceptionnels. On le voit beaucoup en ce moment en Inde, puisqu'avec la situation entre l'Inde et les États-Unis, les droits de douane, il faut savoir que c'est monté à 50% parce que l'Inde a été pénalisée pour leur achat de pétrole à la Russie. Donc c'était 25% à base, ça a été multiplié à 50. Donc en fait, il y a beaucoup de fabricants qui envoient des offres avec des prix ridicules. Nous, chez Inditime, on ne s'est jamais orienté vers ce type de fabricant. Certaines personnes nous ont parfois poussé à le faire, ou certains prospects nous ont dit, non mais attendez, on a des prix beaucoup plus intéressants. Et en fait, nous, voilà, on a cherché à travailler avec des fabricants avec qui il y a du partenariat et qui prennent en considération ces différents critères qui ont eu d'avancer. Aujourd'hui, on est plutôt fiers de notre parc fournisseur. Il n'est pas parfait. Il y a des choses encore à améliorer, mais on sait que certains qui veulent pas s'améliorer, ben, on peut les mettre de côté. Aujourd'hui, on doit encore avancer dessus, mais on a un parc fournisseur sain sur l'Inde et je suis assez fier de ce qu'on a réussi à établir avec eux.